On va commencer. Merci de nous retrouver pour cette désormais habituelle conférence minute du mercredi, dédiée aux entrepreneurs et aux acteurs de la ville. Ces conférences sont animées chaque jour depuis le début de la période de confinement à 14 heures et en live par la communauté Léonard. Communauté qui réunit, je le rappelle, donc Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, mais aussi la Fabrique de la Cité, le Lab Recherche et Environnement et la Fondation Vinci. Et puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un membre du réseau de la Fondation, je vais détailler très rapidement les missions de cette fondation. La Fondation a été créée en 2002 et soutient des projets associatifs qui apportent des solutions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus démunies. On peut peut-être préciser que ces missions s'articulent autour de 3 axes principaux. Le premier, favoriser l'engagement des collaborateurs Vinci. Le deuxième, soutenir les associations qui œuvrent pour l'emploi, le lien social, la mobilité et l'accès au logement. Et le troisième, développer l'entrepreneuriat social. Si vous êtes porteur de projets et que ces démarches vous intéressent, n'hésitez pas à poursuivre les échanges avec la Fondation via leur site internet. Je le disais donc plus haut, nous recevons aujourd'hui Louis-Xavier Leca, cofondateur de l'association La Cloche, qui a pour objectif de permettre le passage à l'action des citoyens dans la lutte contre la grande exclusion à travers le changement de regard et la création de liens sociaux en complément donc des pouvoirs publics et des professionnels de terrain. Une mission dont j'ai envie de dire qu'elle est brûlante d'actualité et d'autant plus essentielle à l'heure du confinement forcé. Louis-Xavier, je te laisse la parole sur ce sujet-là. Merci Camille, bonjour à tous. Alors je ne devais pas être seul aujourd'hui, je devais être avec ma collègue Laura Gruarin qui co-dirige l'association et qui est particulièrement en charge de la sensibilisation des citoyens et l'inclusion des personnes sans domicile dans nos actions, qui est un élément fort de notre ADN. Mais voilà, je suis seul parce que la technique en a décidé ainsi et c'est pas grave. Je vous propose de suivre sur un écran une petite présentation que je vous partage de suite. Voilà, alors moi, donc Louis-Xavier Leca, en effet, j'ai fondé cette association qui s'appelle La Cloche il y a maintenant 5 ans. À l'époque, je travaillais pour un projet d'innovation sociale aussi, qui a trait aussi à la création de liens sociaux, qui s'appelle Lulu dans ma rue, et qui était issu finalement du mouvement Emmaüs. C'est un mouvement que j'avais rejoint depuis 2 ans. Je m'intéressais à la question de la grande exclusion. Donc, derrière ce mot, souvent on parle de l'exclusion des personnes sans domicile, sans abri. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 2-3 sujets qui étaient encore un peu mis de côté dans cette grande action sociale, notamment la question de l'engagement citoyen. Alors pourquoi la cloche? La cloche, c'est un terme fort. C'est le mot qui en fait a créé aussi l'expression clochard. Un clochard, c'est quelqu'un qui vide la cloche. Alors pourquoi? Parce que au XIIe siècle, à l'époque de Louis VI le Gros, ils ont créé le marché des Halles, le bien connu marché des Halles à Paris, et ils avaient installé une grosse cloche qui au milieu du marché. Le premier son de cloche était évidemment le démarrage du marché. Le deuxième son de cloche, c'était la fin du marché, et c'était le moment où justement les personnes dans le besoin pouvaient aller récupérer des invendus alimentaires. Donc c'était vraiment le symbole d'une cloche bienveillante, une cloche nourricière. Voilà, à l'époque, on parlait pas de sans-abri, il n'y avait pas de définition de l'INSEE de ce qu'est être sans domicile. C'était voilà des clochards, des gens qui vivaient un peu de ça, des indigents, des vagabonds, des gens qui avaient une vie de bohème, voilà, qui avaient un petit peu de tout. On a voulu reprendre cette symbolique. En plus, une cloche, c'est quelque chose qui annonce, c'est quelque chose qui dénonce. Voilà, on sonne la cloche, voilà pour exprimer des choses haut et fort. Voilà. Donc vous le comprendrez après. La plupart des programmes qu'on a créés reprennent un peu ces termes de cloche, voilà, et ce lexique-là. Alors concrètement, nous on est parti d'un constat et d'un contexte surtout assez malheureux, et je pense que vous le faites vous-même un peu au quotidien, c'est que le nombre de personnes sans domicile ne cesse de croître en France. Aujourd'hui, on compterait environ 250 000 personnes qui sont sans domicile. Alors sans domicile, ça ne veut pas dire forcément que des personnes qui sont à la rue, hein, des personnes sans abri
qu'on voit dormir dehors. Des personnes sans domicile, ça veut dire des personnes qui sont aussi en centre d'hébergement, potentiellement, temporaire, en hôtel social, habitat de fortune, voilà, centre de stabilisation, chez les copains, voilà, entre deux. Voilà, évidemment, ça ne cesse d'augmenter, plus de 50% de croissance entre 2001 et 2012. Les nouveaux chiffres vont bientôt sortir aussi. Je pense que ça va pas être reluisant. Voilà, de plus en plus de mineurs, de plus en plus de femmes, hein, à peu près voilà, deux cinquièmes, et beaucoup qui ont un emploi, un CDD, CDI. Donc vous voyez, hein, il y a une corrélation évidemment avec les différentes autres crises, crise du logement, crise migratoire, crise écologique aussi, voilà, donc qui crée évidemment des flux humains qui se concentrent particulièrement dans les grandes villes, dans les grandes zones urbaines. Voilà, donc en France, des chiffres qui ne cessent d'augmenter, des profils de plus en plus complexes, de plus en plus diversifiés. On est très très loin de l'imaginaire du clochard, justement, qu'on pouvait avoir il y a un peu longtemps, barbu, alcoolisé, clochardisé. Il en reste évidemment, c'est souvent les derniers stades de cette grande exclusion, mais il faut se rendre compte qu'on a des femmes avec enfants, qu'on a des anciens cadres sup, que, enfin, voilà, nous au quotidien, dans ce qu'on fait, on croise vraiment des types très différents. Alors moi à l'époque, il y a 5 ans, donc en effet je travaille à ce moment-là, je suis salarié et je décide de travailler ce projet social en parallèle. Je pars de 2 constats très forts. Le premier, c'est que, finalement les personnes sans domicile que je croise, qu'ils soient à la rue, qu'ils fassent la manche ou non, se sentent rejetées. Alors, notamment par les passants, évidemment, quand ils cherchent un bonjour, notamment quand il y a des situations de manche, mais ils se sentent rejetés, ils perdent une certaine estime d'eux-mêmes parce que bah, ils sont dans une situation où ils doivent tendre la main perpétuellement parce qu'ils n'ont plus rien à redonner en retour de leurs besoins. Et donc finalement, ce sentiment de rejet, cette perte d'estime de soi, sont des freins à leur réinsertion. Pourquoi accepter des dispositifs? Pourquoi tenter de se relever si on considère qu'on ne vaut plus rien? Si on considère qu'on ne le mérite pas, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Hem Et l'autre constat, c'est évidemment, c'est qu'en fait, nous les Français, d'ailleurs un peu tout le monde dans le monde, mais nous les citoyens en tout cas, on ne sait pas du tout quoi faire. Moi j'étais quand même dans le secteur, je travaillais sur un projet social, issu d'Emmaüs et quand bien même, finalement au quotidien, quand je prenais le métro, quand je croisais des personnes à la rue, hem, bah, je me sentais totalement impuissant. Personne m'avait éduqué dans ma plus tendre enfance, d'où venaient les personnes sans domicile, quels étaient leurs besoins. Personne ne donne de grands chiffres, on ne sait pas du tout, hem, vraiment comment les aider et en fait, on est plein de clichés. C'est pas du tout de notre faute, évidemment. Moi, j'avais encore des réflexes de voilà, absolument, donner un reste de sandwich ou quoi que ce soit, des personnes qui finalement parfois ne m'avaient rien demandé, n'avaient pas du tout besoin de ça, heu, n'aimaient pas le thon, c'était un sandwich au thon, voilà. C'est des réflexes qu'on peut avoir parfois d'anticipation des besoins, sont bien éloignés de la réalité, voilà et encore une fois, ce n'est pas notre faute et donc à partir de ces constats, je me rends compte que finalement le lien social, le changement de regard pourrait être des leviers assez forts. C'est-à-dire que très concrètement, si on arrivait à éduquer chaque citoyen, à lui donner de la capacité d'agir par des choses assez simples, hein, je les décrirai un petit peu plus tard, bah, peut-être qu'on recréerait un mouvement citoyen, solidaire, non paternaliste, amateur, c'est-à-dire non professionnel, ça recrée des réflexes assez simples. Parce qu'en tant que citoyen, en effet, on a perdu ce pouvoir d'agir, on ne sait plus comment aborder l'autre, on ne sait plus comment aller vers les personnes sans abri notamment. Voilà, ça c'est les constats de base. Donc voilà, évidemment, la priorité et l'importance du lien social. Je trouve que cette photo, je l'ai mise dans la présentation, est évidemment une belle illustration. On s'est rendu compte, ATD Quart Monde a fait un très très beau boulot là-dessus. On s'est rendu compte que oui, c'était important de nourrir les personnes, oui, c'était important de leur donner un travail, oui, c'était important de leur donner un logement. Mais si finalement on restait que dans cette logique de pyramide de Maslow qui priorise les besoins, on n'arriverait pas à prendre l'individu dans son intégralité. On comprenait pas pourquoi certains programmes de réinsertion très classiques ne marchaient pas. Pourquoi on donnait des clés parfois à des personnes qui se retrouvaient à la rue par elles-mêmes. Bah parce que finalement un être c'est complexe. Il faut penser un cercle des besoins. Il faut penser un, un être à part entière et l'estime de soi, le lien, le fait de se sentir entouré, fait de se sentir écouté, le fait de retrouver cette fameuse estime, c'est finalement aussi primordial qu'avoir un toit sur la tête. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important et tout le secteur s'en rend compte aujourd'hui. À partir de là, on a créé différents programmes. Je ne vais pas tous les détailler, mais peut-être très rapidement un focus sur notre grand programme qui s'appelle le Carillon. Alors un carillon, c'est quoi? C'est le petit son de cloche que vous entendez quand vous poussez la porte d'un commerçant. Et c'est le premier programme que j'ai créé à l'époque, il y a 5 ans. J'étais un habitant du 11e à Paris
Je voulais faire ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire engager les citoyens. Et je ne savais pas trop comment. J'ai commencé par finalement aller embêter un peu les commerçants de mon quartier en leur demandant qu'est-ce qu'ils pouvaient faire concrètement pour les personnes à la rue. Euh, et en fait, la première chose, ça a été de dire, bah, en fait, on peut rendre des services. On a des toilettes, on a de l'eau, on a de l'électricité, on a des invendus, on a des micro-ondes, on a de l'espace, on peut garder des choses. Et donc, finalement, on a créé ensemble une petite liste au début d'une dizaine de services, maintenant qui a plus de 30 services à l'intérieur, et qui vont en effet donner l'accès aux toilettes, pouvoir micro-onder un plat, un biberon, pouvoir garder les affaires d'une personne sans domicile quelques heures, le temps qu'elle aille voir une assistante sociale. Voilà, plein de petites choses qui sont finalement un peu du bon sens paysan, qui sont des petits coups de main qui coûtent rien aux commerçants, honnêtement. Voilà, laisser une personne sans abri recharger son téléphone portable 1 heure ou 2, c'est quand même pas bien compliqué. Et pourtant, ça recrée plein de lieux qui sont prétextes au lien, qui sont prétextes à la solidarité. Ça permet qu'un commerçant se rende compte quelles sont les personnes sans abri qui viennent, hein, et qui sont en effet loin du cliché dont je vous parlais avant. Ça permet de recréer des lieux qui ne sont pas des lieux paternalistes, qui ne sont pas des lieux professionnels. Voilà. Vous et moi, on pousse la porte des commerçants naturellement. On va faire nos courses, on va prendre un café. Euh, et ben, en fait, nous, avec le carillon, on redonne cet accès-là à des personnes qui ne viennent pas consommer. Donc le carillon, concrètement, c'est des petits labels, je vous montre la photo d'après, des petits labels qu'on colle sur la vitrine des commerçants, voilà, qui attestent que ici c'est un lieu de chaleur humaine, c'est un lieu de bienveillance, c'est un lieu d'accès inconditionnel pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et en plus de ça, il y a des petits pictogrammes qui concrètement illustrent le besoin. Ici, vous pouvez venir pour aller aux toilettes, vous pouvez remplir votre gourde, vous pouvez recharger votre téléphone portable, vous pouvez passer un appel d'urgence, vous pouvez laisser vos affaires, voilà, quelques heures. Ces fameux pictogrammes. Donc ça, c'est le carillon. À côté de ça, on a tout un système où les habitants, vous et moi, on peut prépayer des produits concrets chez ces commerçants. Vous voyez la photo en bas à gauche. On peut, chez un commerçant, pour 1 € prépayer un petit plat, un café, des coupes de cheveux, voilà, en fonction des commerçants. L'effort est partagé, hein, le commerçant fait la moitié du chemin. Normalement, ce serait plus cher. Il fait le café à 2,20 €. Bah là, pour 1 €, en tant qu'habitant, vous pouvez prépayer un café pour une personne à la rue. Voilà, je reviens de ça plus tôt. Ça, c'est le carillon. Je vous donnerai un peu le résultat, mais ça s'est développé à Paris il y a 4 ans officiellement. Aujourd'hui, ça a une aura qui est nationale et internationale. Voilà, les clochettes, c'est un peu la même idée, mais dans des initiatives urbaines, c'est-à-dire qu'on allait voir tous les potagers urbains, jardins partagés, toutes les initiatives que des habitants avaient mis en place dans la ville par eux-mêmes. On leur a dit, bah, bon, c'est très bien. Maintenant, est-ce que vous seriez prêt à casser un peu aussi votre entre-soi et à proposer et à permettre à des personnes sans abri, sans domicile, de rejoindre des initiatives, voilà, de travailler la terre, embellir la ville ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine en France qui ont rejoint ce mouvement-là, labellisé aussi. Et puis finalement, on a créé aussi une petite biscuiterie d'insertion que la Fondation avait soutenue, déjà Fondation Vinci. Et là, on a des personnes sans abri qui viennent produire des biscuits, voilà, en insertion et qui sont rémunérés pour ça. À côté de ça, on a monté une chorale avec et sans domicile. Donc avec des personnes à la rue, on va chanter notamment aux enterrements d'autres sans-abri qui sont déjà isolés dans la vie. On essaie qu'ils ne le soient pas dans leur mort. Voilà. Et une radio qui permet de prendre la parole et de donner surtout la parole aux personnes à la rue. Donc des radios mobiles qui permettent aux gens de s'exprimer, de partager leur quotidien à la rue et finalement de sensibiliser à nouveau et d'informer les citoyens. Voilà, donc un fonctionnement qui est vraiment par réseau, on travaille dans le local, dans les quartiers, on est vraiment au cœur de la ville. Et je pense que c'est un peu le lien fort avec ces conférences, c'est qu'on invente la ville de demain, mais en travaillant sur la ville d'aujourd'hui, évidemment. On est dans toutes les politiques de résilience. Pourquoi? Parce que oui, c'est important de se dire quelle est la ville de demain s'il y a des crues. Oui, c'est important de se dire c'est quoi la ville de demain quand il y a d'autres Covid, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des réchauffements climatiques, des problèmes d'accès à l'eau, tout ça, certainement. Mais il faut se rendre compte que dans les chocs, il n'y a pas que des chocs ponctuels, il y a aussi des chocs de société. Et la question du sans-abrisme est un choc. C'est un choc pour le citoyen. Et c'est un choc pour lequel on pense profondément qu'on peut se relever, mais justement, on ne se relèvera que si on a réussi à créer des liens ténus entre les individus, des liens, justement, ce fameux lien social qui permet de réactiver euh, une solidarité, d'avoir une réaction rapide face au choc. Voilà. Quelques petits résultats. Euh,
évidemment. Donc aujourd'hui, on a créé, ça c'est le côté un peu plus entrepreneurial, donc La Cloche est une association de loi 1901, que j'ai fondée il y a 5 ans. 1 an d'études préalables, je vous l'ai dit, pendant que je travaillais, en parallèle de mon travail et puis j'ai démissionné, je me suis mis à plein temps et donc ça fait 4 ans, que l'activité s'est bien développée. Pendant 1 an, un arrondissement parisien, un micro-test, un pilote et puis, finalement développé aujourd'hui dans 8 antennes régionales où on a des salariés à chaque fois. On a plus de 1200 commerçants solidaires qui font partie du Carillon aujourd'hui, et qui ont rejoint notre réseau, qui sont référencés dans des petites listes papier évidemment, des espèces de petits annuaires qui sont donnés aux personnes sans domicile. On a aussi notre site internet lacloche.org, qu'on vous encourage vivement à aller consulter et tous ces événements de lien social. Hem, Au niveau interne, on a plus de 70 collaborateurs à temps plein, 35 qui sont salariés, donc c'est des structures évidemment, une structure qui a bien grossi aujourd'hui et puis, à peu près 500 bénévoles avec et sans domicile. Voilà, je vais peut-être faire un petit focus là-dessus. Dès le début, on s'est dit qu'on voulait faire les choses peut-être un petit peu différemment, aller jusqu'au bout de nos croyances, en prônant le non-misérabilisme. Vous l'aurez compris, on voit la solidarité plutôt en couleur. On n'est pas du genre à sortir les violons, à faire des campagnes en noir et blanc, d'appel aux dons, voilà, qui touchent des cordes sensibles. C'est pas du tout notre style. On croit au contraire que l'action est positive, qu'elle est belle, que la rencontre est toujours bariolée et qu'elle est riche pour tout le monde. Donc on prône ça, ce qui veut dire aussi qu'on prône des relations non descendantes, des relations qui soient un petit peu horizontales. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal avec la charité un peu trop descendante. Vous voyez le don classique: «Je suis l'aidant, tu es l'aidé, voilà, reste dans ton coin, fais la queue, moi je suis là pour t'aider». C'est pas quelque chose qui est dans notre ADN, et donc depuis le début, on s'est dit qu'on voulait travailler avec les personnes sans domicile directement dans la construction de programmes, dans le bénévolat. On a presque, alors pas tout à fait la moitié, mais plus d'un tiers de nos bénévoles qui sont sans domicile et c'est clairement les plus actifs qui justement finalement en nous donnant un petit coup de main, en croyant en ce projet, parce qu'évidemment souvent ils avaient déjà les bonnes adresses de certains commerçants, parce que, ils peuvent faire bouche à oreille auprès d'autres personnes sans domicile, parce qu'ils connaissent très bien les structures sociales, hem et les écueils aussi. Bah, finalement, en travaillant main dans la main, ensemble, on s'est rendu compte que c'était là qu'on avait les meilleurs résultats d'insertion et de volonté de se réinsérer. Et c'était pas des résultats pour nous parce que c'était pas nos objectifs, finalement, de réinsérer directement ces personnes. Par contre, en travaillant avec elles main dans la main, en leur permettant, de leur dire merci, de créer des situations où on les remercie parce qu'elles ont apporté quelque chose, parce qu'elles ont donné, finalement, on leur redonne cette estime, on leur redonne cette fierté, et on leur redonne bien souvent des envies, et des envies qui vont du logement, en effet, à l'activité, voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette, finalement. Hem, donc en effet, cette mixité dans les publics, représentée évidemment dans le conseil d'administration, dans des comités de pilotage, c'est eux qui prennent la parole énormément. Aujourd'hui, à La Cloche, on fait énormément d'interventions, que ce soit, dans des écoles, des grandes écoles parfois, Sciences Po Paris, hem mais aussi des facultés, dans des écoles primaires, des collèges, des lycées et auprès, aussi, récemment du ministère de la cohésion des territoires, parfois aussi auprès de structures, des urbanistes, des archis qui veulent, bah, revoir un petit peu la ville. On avait travaillé d'ailleurs sur une consultation avec Vinci, sur un nouveau quartier, et là l'idée c'est encore une fois, de partager l'expérience des personnes à la rue, qui elles vivent la ville au quotidien d'une manière qui est pas la nôtre. Elles rentrent pas chez elles, le soir, elles rentrent pas chez elles, et elles distinguent pas le chez soi de la rue finalement. Et donc c'est une optique qui est complètement différente pour inventer la cité de demain, pour inventer justement cette fameuse ville inclusive. Hem et nous justement, on a cette vision aujourd'hui à La Cloche qui est que on peut réinventer les tiers-lieux comme des lieux de solidarité. Mais le tiers-lieu n'est pas forcément, heu, un lieu tiers comme, je sais pas moi, une friche, les grands voisins, tout ça. Le tiers-lieu, ça peut être finalement le commerçant, ça peut être la rue. Le 1er lieu, c'est le foyer, c'est la maison. Le 2e lieu, en général, c'est le travail ou l'école. C'est ces lieux-là et finalement le tiers-lieu, c'est l'autre et pour des personnes à la rue, bah, finalement, c'est la rue. Pour la solidarité, ça peut être justement des commerces. Voir le commerce comme pas juste une structure, morale, un lieu, mais le voir comme un point de rencontre, de bienveillance, qui n'est pas juste là pour vendre, des pompes, des kebabs, des cafés. Hem, voilà, c'est une autre manière aussi de réinventer la ville.
Et une de nos grandes fiertés, évidemment, parce que depuis 5 ans, on a une aventure entrepreneuriale croissante et reconnue et assez chouette, avec beaucoup, beaucoup de soutien, ça a été de rejoindre un grand réseau d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ashoka, qui est le plus grand réseau international d'entrepreneurs sociaux. Euh, et finalement, qui ont une de leurs grandes fiertés, c'est de dire on est fier que 90% de nos entrepreneurs se font copier. Leur modèle se voit copier dans le monde. Et donc, c'est aussi une de nos grandes fiertés. Assez rapidement, on a eu la presse locale, nationale et internationale, et des personnes nous sont contactées. Donc aujourd'hui, le carillon, notamment, cette première innovation-là, avec ces petits pictogrammes, ce fameux bon sens paysan, et qui aurait pu naître en 1950, hein, avec des bouts de papier, des autocollants, ça aurait pu être créé il y a 60 ans, 70 ans, euh, a été copié à l'international. Ça a démarré à Seattle, où ça marche très bien. Ça s'appelle The Pledge, c'est un autre nom. Ça a démarré à Gand et c'est en train d'être répliqué en Belgique dans d'autres villes. Ça a démarré à Madrid, à Londres, à Prague, c'est en préparation à Vienne, à New York, à Montréal. Voilà. Donc on est évidemment très fiers de ça. On a créé une petite fédération internationale pour soutenir un petit peu tout le monde et créer de l'émulation. Euh, et voilà. Et évidemment, on s'est dit que c'était bien d'avoir ces innovations, mais c'était bien de les offrir à l'international, mais aussi au national. Donc on a créé des modèles de franchise. Alors c'est un peu comme des franchises McDo, sauf que c'est gratos, c'est gratuit, que l'idée c'est évidemment de multiplier notre impact, mais on met bien à disposition une marque, donc notamment le Carillon, euh, et on la met à disposition d'associations qui veulent mettre en place dans des villes où on n'a pas forcément d'intérêt stratégique à se développer en propre, parce que ça coûte cher, parce que des salariés, c'est toujours compliqué. Euh, on laisse ces associations-là locales mettre en place le carillon, on leur donne notre savoir-faire, notre petit Wikipédia. Elles signent évidemment une convention, respectent notre charte éthique, notre charte graphique, tout ça. Et puis finalement, ça permet de démultiplier le projet sur des territoires, on dirait, pas forcément. Voilà, pour terminer un petit peu avec cette première slide, euh, quelques logos un petit peu en bas. Là, une de nos forces, je crois, finalement, dans tout ce qu'on a créé à la cloche, c'est le réseau. On a créé le projet en allant voir les associations, en les faisant participer tout de suite. On n'est pas venu en disant qu'on avait une innovation géniale, qu'on allait réinventer le social. On arrivait en disant qu'on se voulait complémentaires, que si on peut se permettre de faire ça aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des superbes associations qui sont là, qui ont une connaissance logistique incroyable du secteur, qui nourrissent les gens, qui travaillent sur le logement, qui travaillent sur tout. Euh, on n'est pas la solution. On est une petite brique pour ramener de l'estime de soi, une petite brique pour ramener des événements chouettes et chaleureux à des personnes qui ont un quotidien parfois un peu morose. Euh, on est là pour engager le citoyen sans en faire un super-héros. Voilà, on croit à cette politique des petits pas, c'est cette vision un petit peu des colibris, justement, des petites gouttes d'eau qui font des rivières. Et du coup, les professionnels nous le rendent bien. Et aujourd'hui, on est dans les plus grandes fédérations du secteur social qui travaillent avec nous. On commence à intégrer des formations de travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on vient, nous, qui ne sommes pas du tout des professionnels du secteur social, on vient et on forme des futurs travailleurs sociaux avec des personnes sans domicile, toujours évidemment, qui sont présentes et qui témoignent. Voilà, et donc ça, c'est évidemment une de notre grande fierté. C'était un peu des petits néophytes qui ont débarqué il y a 4 ans, qui ont bousculé un petit peu cette fourmilière, mais de manière positive, voilà, sans chercher le conflit, plutôt en cherchant la complémentarité, en cherchant voilà, la collaboration. Et donc, c'est de très beaux résultats aujourd'hui. Alors, de manière quantitative, on est sur plusieurs dizaines, maintenant centaines de milliers de services rendus, évidemment, en 4 ans. Voilà, c'est en effet ce développement international, de belles rencontres, de beaux soutiens. On a eu la chance d'aller présenter ça aussi devant Monsieur Barack Obama l'année dernière à Berlin dans une conférence et d'avoir son soutien un peu officiel, voilà, à cette belle cause. Donc on en est très fiers, de belles fondations qui nous soutiennent, évidemment, la fondation La France Engage qu'on a gagnée il y a 2 ans, et puis plein de fondations qui veulent réimaginer la ville, pardon, de demain, euh, justement comme la Fondation Vinci. Euh, voilà, petite photo de sourire pour terminer cette présentation de l'association. Alors, je fais un petit bilan parce que je parle beaucoup, il est déjà 14h26. Et du coup, on va passer peut-être à très rapidement quelques impacts de la crise chez nous. Alors, du coup, c'est bien beau, vous l'aurez compris, de parler de lien social, de rencontres. Euh,
Alors, qu'est-ce qu'on fait en effet dans des situations comme celle aujourd'hui où finalement notre force vive, c'est les citoyens et on peut pas encourager les citoyens à aller dans la rue forcément. Heu, donc heu, donc c'est assez compliqué. Alors vous l'aurez compris, pour les personnes sans domicile, heu, voilà, c'est un peu la double peine. C'est encore un peu les grands perdants, de cette crise. Ils ont plus accès à des services de première nécessité, les structures qui ferment, ce genre de choses. C'est le cas aussi pour nous. Évidemment, on a 80 de nos commerçants qui ont fermé leurs portes, parce qu'ils étaient pas des commerçants voilà, sur des produits de première nécessité. Un gros problème d'information aussi. Évidemment, les personnes sans domicile ont beaucoup de téléphones portables, presque autant de nous, hein, 80 en ont, pas toujours des smartphones, et puis, pas forcément internet, pas forcément les bons canaux. Et donc en effet, des isolements, qui sont accrus parce que des centres qui ferment, excusez-moi, des centres de jour, des centres de nuit, voilà beaucoup et puis les citoyens qui sont plus là tout simplement et sans compter évidemment toutes les personnes qui vivaient de la manche, et qui, se retrouvent avec des situations financières compliquées. Alors comment on s'est adapté? On n'a pas eu trop le choix, il a fallu, travailler aussi sur le lien un peu à distance. Donc premier dispositif qu'on a mis en place, assez simple finalement, c'est voilà, sonnez la cloche, donnez-nous votre numéro, votre mail, comme vous voulez. Nous, on a des bénévoles, on a des forces vives qui sont, enfermées, mais qui ont envie d'agir, donc on peut s'appeler. On peut s'appeler pour se donner l'information, pour se faire un coucou, pour continuer à parler, pour casser l'isolement, parce que, quand on était, sans domicile et qu'on squattait un peu une cave ou, un parking ou quoi que ce soit, là, faut imaginer que c'est H24, quoi. Donc on a des personnes qu'on appelle, qui disent: «Ça fait 3 semaines que je suis dans mon parking», OK, bon. Là, on est, voilà, ils ont besoin de parler évidemment, ils ont besoin de se sentir soutenus. Des services de première nécessité, on a évidemment adapté nos listes, on a toujours 20 des commerçants qui sont ouverts. On a, voilà, d'autres structures qui ont décidé de rendre des services aussi, dans la situation actuelle. On travaille avec pas mal de partenaires, évidemment pour que l'information, puisse être passée au plus vite et puis l'information globale sur le dispositif, c'est qu'on évidemment la situation change un peu tous les jours, les règles aussi, donc on informe les personnes pour qu'elles se retrouvent pas dans des situations, justement à se prendre des prunes, ou à se mettre en danger ou à mettre en danger évidemment les autres. Voilà. Alors, comme on avait évidemment un rôle d'information et de sensibilisation, on a cherché à le développer finalement et ça nous a poussé à aussi créer des formations en ligne qu'on rêvait de faire depuis déjà 2 ans et là, de manière un petit peu brutale, on a dû les créer, mais elles se passent très bien. Donc on a mis en place des webinaires, des blogs, on donne la parole à des personnes sans domicile avec, différents formats. Le journal, pas de bord, mais le journal dehors, hem, où des personnes à la rue nous racontent un petit peu leur quotidien dans la situation actuelle. Et puis on a créé tout un programme avec Make Sense TV qui est assez intéressant et qui permet, pendant 1 heure ou 2 aux citoyens de justement se former et d'échanger, autour du monde de la rue, de voir quelles actions concrètes elles peuvent mettre en place dans leur quotidien et donc ça, c'est fait encore avec, des personnes de l'association, des salariés et des personnes à la rue, qui témoignent aussi. On essaye, pour celles qui ont des smartphones, de les faire, témoigner sinon, elles appellent notre responsable, notre salarié et puis elles sont mises, le téléphone est mis devant la webcam et puis elles peuvent un peu s'exprimer, voilà. Hem Et puis on a travaillé évidemment, comme on s'est engagé citoyen, on a travaillé, au plus près des besoins concrets et matériels cette fois et donc il y a beaucoup de besoins en kits d'hygiène, en récupération d'invendus et donc là on mobilise énormément de citoyens, pour que justement ils fassent ça un petit peu chez eux et qu'ils aillent dans des lieux pour laisser justement ces fameux kits, un petit peu d'urgence, disons. Donc je vous laisse la dernière slide, qui sera celle un petit peu, qu'on gardera pour échanger ensemble s'il y a quelques petites questions. Mais voilà un peu comment agir en tant que citoyen. Alors au sein de la cloche ou pas au sein de la cloche d'ailleurs, hein, donc faire entendre la voix des sans voix. Il y a des pétitions à signer. Il y en a une notamment sur Change.org qui est toujours, ouverte. Évidemment orienter les personnes sans domicile. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Soliguide qui liste un petit peu, tout ce qui se fait, qui est beaucoup plus actualisé que, ce qu'on peut trouver, sur d'autres plateformes et donc ça, pareil, si vous avez des personnes à la rue que vous croisez, même en gardant les distances, vous pouvez tout à fait les orienter, hem, en fonction de leurs besoins et puis évidemment, les aider matériellement et voilà, si vous êtes commerçant, si vous connaissez des commerçants, aussi nous faire signe, on pourra, trouver une manière de vous engager. Voilà, un grand merci à vous pour votre écoute. Il est 14h31, et s'il y a des questions, je laisse Camille, m'en faire part. Merci beaucoup Louis-Xavier, c'était très inspirant. Alors on a pas mal de questions, des questions qui portent notamment sur ta démarche en tant qu'entrepreneur.
Est-ce que tu peux nous parler peut-être très rapidement des échecs et des freins que tu as rencontrés au moment de la création de la cloche ou peut-être à une période un petit peu plus avancée et ce que tu as retiré de ces échecs? Très bien. Je vais essayer d'être rapide aussi, un peu plus là-dessus. Les échecs, il y en a un petit peu, il y en a un peu tout le temps, c'est normal. Un échec peut-être un peu particulier, c'était peut-être le démarrage a été un peu chaotique. C'est-à-dire d'une certaine manière, j'avais pas mal anticipé euh, que l'information allait se diffuser très rapidement auprès des personnes sans domicile. Ma grande crainte, finalement, notamment avec le carillon, c'était que les commerces soient envahis de personnes sans domicile. Voilà. Pour moi, c'était un peu, tellement une bonne idée que ça allait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'informations qui étaient gardées par les premiers utilisateurs. Les premières personnes à la rue que j'ai rencontrées qui utilisaient les services, en fait, me disaient, mais moi, je le garde pour moi. C'est ma petite bouffée d'air frais du quotidien d'aller boire un petit thé euh, chez Marine, qui est vendeuse de thé, d'aller recharger mon téléphone chez Charlie le Poissonnier. C'est des moments à moi. Et finalement, voilà, il y avait cette espèce de, de, de barrière auto-créée, en fait, de peur que si l'information se passait trop vite, le projet allait être un peu tué dans l'œuf, voilà. Et donc ça a été un peu compliqué parce que mes premiers mois au démarrage, en fait, c'était l'apprentissage de ça, qui avait des barrières à mon projet, qui étaient des barrières que sur la théorie, je n'avais pas du tout imaginé. Donc ça, c'était un peu un échec, mais un échec hyper intéressant euh, qui nous a permis de rebondir. L'autre, ça a été un peu aussi des différents modèles économiques parce que alors, vous l'aurez compris, on vend pas grand-chose. On vend quelques paquets de biscuits, euh, mais sinon, en fait, évidemment, tout est gratuit dans notre projet. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement fort. C'est inconditionnel. Donc, on a testé des choses, on a testé des cartes de membres. Voilà, donc il y a eu plein de petits échecs là-dessus. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec les entreprises pour co-créer des choses intelligentes et impliquer leurs collaborateurs finalement, qui deviennent acteurs du réseau de la solidarité et viennent en aide à des personnes sans domicile. Voilà. Donc ça marche très bien, mais voilà, pas mal de petits échecs sur différents modèles éco. Euh, et puis sinon, des projets au sein de la cloche. Alors, on voulait tenter un label de musique à un moment donné. C'était un échec complet, mais ça a été assez drôle. On avait avec un des membres fondateurs des Négresses Vertes, qui est un petit groupe de rock français des années 80-90. On avait monté des ateliers, donc ça a été un échec complet. Voilà, mais que des petites choses finalement assez positives, hein, des échecs qui font vraiment rebondir et pivoter. Et finalement, on a eu aussi beaucoup de chance et beaucoup de bienveillance, honnêtement. D'accord. Pendant ta présentation, tu as mentionné les équipes qui composent l'association en faisant référence à 5 personnes salariées au sein 35. de 35, pardon, 35 personnes salariées. Est-ce que tu peux nous préciser s'il y a des femmes dans l'équipe et si oui, dans quelle proportion? Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 90% de femmes dans l'association. Pour tout vous dire, moi, je ne suis plus salarié de l'association. Maintenant, j'ai rejoint plutôt la partie administrateur. Donc, je suis bénévole depuis le 31 décembre de l'année dernière. Je m'étais donné 5 ans pour ne pas créer une dépendance envers moi. Euh, et donc, aujourd'hui, l'association est co-dirigée par 12 personnes de manière horizontale. Il n'y a pas un seul directeur, il y en a 12. Il y a les 10 directeurs de région, les 8 directeurs de région et 4 salariés du siège. Et donc, sur ces 12 personnes, il y a 10 femmes. Voilà. Et après, parmi les autres salariés, c'est majoritairement des femmes aussi. On a beaucoup de mal à recruter des hommes dans le secteur. Je ne sais pas si c'est le secteur social globalement, mais oui, voilà. Très bien. Est-ce que tu as... Alors, on a juste développé au sein des villes, de certaines villes, plusieurs installations anti-SDF ces dernières années. Est-ce que tu as pu réagir sur le sujet et concrètement, comment la cloche peut intervenir sur ce type de sujet-là? Alors, en effet, notre politique, c'est souvent quand même de rester positif. Donc, on préfère mettre en avant le beau que de dénoncer le pas beau. Pour autant, il est évident que ce genre de choses, on y prend part. On essaye d'y prendre part de manière déjà collaborative, partenariale et de manière aussi un peu décalée. Donc, on n'a pas forcément pris la parole directement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec la Fondation Abbé Pierre, qui a de grosses actions là-dessus. Et donc, en fait,
on était membre du jury des Pics d'Or. Alors les Pics d'Or, c'est un peu les Césars des mobiliers anti-SDF les plus dégueulasses. C'est un événement qui est fait chaque année et qui est organisé par la Fondation Abbé Pierre. Il y a Blanche Gardin, Guillaume Meurice qui remettent des prix. C'est assez décalé et ça engage les citoyens parce qu'il y a toute une application qui permet aux citoyens de photographier les mobiliers anti-SDF près de chez eux. Et finalement, il y avait un système de vote. Donc, la cloche a pris part. On était dans le jury avec des personnes sans domicile pour justement élire les pires mobiliers anti-SDF. Voilà. Et alors, est-ce que tu as des initiatives ou des idées pour les mois ou années qui viennent? Des choses que tu aimerais développer en plus avec le réseau de la cloche? Alors, il y a énormément de choses. On y allait quand même avec des pincettes, c'est-à-dire qu'on cherche à engager le citoyen tout en comprenant un peu ses limites. Dans le secteur, tout de suite, on nous a dit attention quand même les citoyens font un petit peu des bêtises naturellement sans le savoir. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont pas toujours aussi éduqués à comment aider. Et du coup, il y a des gens qui parfois abritent, hébergent, parce qu'ils ont une bonne relation avec une personne à la rue, avec qui ils ont discuté 10-15 minutes, et puis finalement, la personne peut briser sa carapace, et au bout de 2-3 jours, on la remet à la rue, et c'est encore pire, parce que ses défenses naturelles ont été un peu brisées. Il y a aussi, parfois on habitue les personnes à de la distribution alimentaire, et puis après on part en vacances, et les personnes connaissent aucune autre asso, n'ont pas eu le temps de trouver d'autres solutions. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mal faites. Donc l'idée, c'est qu'on a une tonne de choses à faire avec les citoyens. On pense évidemment, pourquoi pas, à un peu d'hébergement citoyen, mais s'il est très bien fait. On pense à d'autres modalités d'action, des systèmes de parrainage. On aimerait aller beaucoup plus loin, évidemment, dans la relation. Mais voilà, on va le faire petit à petit. Aujourd'hui, on a monté 3 programmes en 4 ans. On s'est développé très rapidement. On a de grosses ambitions là déjà jusqu'à 2021. Mais après, en effet, je pense qu'il y a de belles choses qui vont être inventées. On a tous ces commerçants chez qui on peut faire plein de choses. On peut aussi retravailler l'insertion par l'activité chez ces commerçants de manière intelligente, innovante, avec d'autres partenaires. On pourrait créer des petites conciergeries pour les commerçants, pour les habitants. Voilà, il y a plein de choses à imaginer derrière. Et alors peut-être pour rebondir sur l'actualité récente, tu y as fait mention très rapidement, mais est-ce que vous avez été mobilisés dans le cadre du confinement forcé de ces dernières semaines? Et si oui, en quoi est-ce que ça touche les initiatives que met en place d'habitude la cloche? C'est ce que j'évoquais un peu. Nous, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, à la base, on fait pas vraiment de logistique, on n'est pas dans l'urgence entre guillemets, on est dans la création de liens sociaux plutôt à long terme. Donc forcément, on s'est retrouvé un petit peu face au mur. Il y a quand même une partie de nos salariés qu'on a dû mettre quand même en chômage partiel évidemment. Parce qu'il y a des activités sur des fiches de poste qui étaient 100% terrain, 100% dans la relation, voilà. Donc nous, on a été mobilisés finalement parce que les associations qui, elles, continuent à être dans la rue, notamment des marauds, notamment ceux qui s'occupent de distribution alimentaire, elles ont besoin d'engager les citoyens, mais comme je vous l'ai dit, plutôt en fait sur le fait de faire des kits d'hygiène chez soi, sur le fait de pouvoir offrir des denrées, ce genre de choses. Mais non, évidemment, nous, on a été pas mal impactés. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup tourné notre activité pendant cette période sur justement la formation et la formation en ligne. Je vais conclure ces échanges en faisant le lien avec une des dernières questions donc, du chat. On te demandait, Louis-Xavier, comment rejoindre l'association. C'est un sujet dont vous pouvez discuter tous ensemble dans l'espace de networking qui est disponible sur Opin à la gauche de votre écran. En dessous de l'icône Stage, vous avez donc une icône Networking où vous pouvez retrouver Louis-Xavier et échanger les uns et les autres sur l'association et les sujets qui ont été abordés dans le cadre de cet échange. J'en profite simplement avant de rendre l'antenne pour vous parler de la conférence minute qui aura lieu demain et qui portera sur les bâtiments zéro émission. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci Camille. Merci.